Quand j'ai décidé de faire une surprise à mon mari Georges à son bureau, je n'aurais jamais imaginé ce que j'allais y trouver. En arrivant, l'agent de sécurité m'a barré le passage et a dit, perplexe, « Attendez, vous n'êtes certainement pas l'épouse de Monsieur Dubois. Je la vois tous les jours. D'ailleurs, la voilà. » Avant que je puisse répondre, j'ai vu une femme plus jeune sortir de l'ascenseur. L'agent l'a saluée d'un signe de tête et a ajouté « À demain, madame. » Même heure que d'habitude, n'est-ce pas? Mon cœur s'est emballé. J'étais sous le choc en voyant qui c'était. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. C'est par une journée ordinaire d'octobre que ma vie a basculé. Je m'étais levé tôt. J'avais préparé le café pour Georges, comme je l'avais toujours fait au cours des 4 dernières décennies, et je l'avais regardé partir au travail dans son impeccable costume bleu marine. Après tant de temps ensemble, notre routine était comme un fleuve tranquille, prévisible, sans grande surprise, ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce matin-là, en rangeant notre chambre, j'ai trouvé une carte froissée dans la poche du veston que Georges avait porté la veille. C'était le 40e anniversaire de l'entreprise où il travaillait. J'ai souri en pensant à la façon dont je pourrais le surprendre. Cela faisait longtemps que je n'étais pas allé à son bureau. L'idée m'est venue naturellement. J'allais lui apporter ses chocolats préférés de la pâtisserie du quartier et débarquer sans prévenir. Notre mariage était un peu tiède ces derniers temps, Georges rentrant de plus en plus tard et toujours fatigué. Être qu'un geste romantique était exactement ce dont nous avions besoin pour raviver cette flamme qui semblait s'éteindre. J'ai passé le reste de la matinée à me préparer avec soin. J'ai mis ma plus belle robe à fleurs, celle dont Georges disait toujours qu'elle mettait mes yeux en valeur. J'ai relevé mes cheveux gris en un chignon élégant et j'ai même mis du rouge à lèvres, chose que je faisais rarement ces dernières années. La pâtisserie se trouvait à quelques rues de la maison. J'ai acheté une boîte de chocolat noir que Georges aimait tant. Le vendeur les a emballés dans un papier élégant avec un ruban doré. « Parfait !» ai-je pensé en imaginant l'expression de surprise sur le visage de mon mari. L'immeuble de l'entreprise était imposant, tout de verre et de béton, situé au cœur du quartier d'affaires de la Défense, à Paris. Georges y travaillait depuis plus de 30 ans, commençant comme simple assistant pour finir directeur. J'étais très fier de son parcours, de son dévouement. Il disait toujours que tout ce qu'il faisait, c'était pour nous, pour notre famille, pour notre avenir. Quand je suis arrivé à l'immeuble, mon cœur battait la chamade dans l'attente de la surprise. Je suis entré dans le hall principal et me suis dirigé vers la réception. Un agent de sécurité d'âge mûr, avec le nom Duval sur son badge, se tenait au comptoir. « Bonjour, j'aimerais rendre visite à mon mari, Georges Dubois. Il est directeur du département financier. » L'agent m'a regardé de haut en bas avec une expression curieuse. « Avez-vous une pièce d'identité, madame ?» J'ai trouvé cela étrange. J'étais déjà venu ici d'autres fois, même si ce n'était pas récemment. Était-ce une nouvelle procédure? J'ai sorti ma carte d'identité de mon sac et la lui ai tendue. « Hélène Dubois », a-t-il lu à voix haute, puis il m'a fait face, les yeux plissés. « Vous dites que vous êtes l'épouse de Monsieur Dubois ?»« Oui, nous sommes mariés depuis 40 ans, ai-je répondu, commençant à me sentir mal à l'aise avec son ton. « C'est impossible, a-t-il dit en secouant la tête. Je connais l'épouse de Monsieur Dubois. Elle vient ici presque tous les jours. J'ai pensé qu'il devait y avoir une sorte de confusion. Pensait-il à quelqu'un d'autre, un autre Dubois. Il doit y avoir une erreur. Georges Dubois, directeur financier, 62 ans, ai-je insisté, ma voix trahissant maintenant mon incertitude. L'agent a pointé du doigt la sortie de l'ascenseur. Attendez, vous pouvez le voir par vous-même. Regardez, voici Madame Dubois qui arrive. Je me suis tourné dans la direction indiquée et j'ai vu une femme élégante sortir de l'ascenseur. Elle devait avoir environ 45 ans, des cheveux châtains parfaitement coiffés, portant une robe de tailleur bleu marine, très semblable à la couleur des costumes de Georges. Elle marchait avec assurance, comme si elle appartenait à cet endroit. « Bonjour, Monsieur Duval », dit-elle en passant devant la réception. « Je sors déjeuner. S'il vous plaît, prévenez Georges que je serai de retour à 14 heures. »« Certainement, Madame Dubois, bon déjeuner », a répondu l'agent avec familiarité. Je suis resté paralysé, incapable de bouger pendant qu'elle passait à côté de moi sans même me remarquer. La boîte de chocolat a failli glisser de mes mains tremblantes. Quand j'ai finalement réussi à retrouver ma voix, elle était déjà sortie de l'immeuble. « Qui est cette femme ?» ai-je demandé d'une voix étranglée. « C'est Claudia Dubois, l'épouse du directeur financier », a-t-il répondu,
me regardant maintenant avec un mélange de confusion et de pitié. « Êtes-vous sûr que nous parlons de la même personne ?» Mon esprit essayait de comprendre ce qui se passait. Comment pouvait-il y avoir deux épouses de Georges? Était-ce une terrible erreur ou mon monde était-il sur le point de s'effondrer? « Je dois le voir, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. « Je suis vraiment désolé, mais sans autorisation préalable, je ne peux pas vous laisser monter, » a dit l'agent, maintenant visiblement mal à l'aise avec la situation. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ne partirai pas sans découvrir la vérité. « Je comprends, » ai-je dit, essayant de retrouver mon sang-froid. « En fait, je suis venu pour un entretien au service des ressources humaines. Pouvez-vous m'indiquer où il se trouve ?» L'agent a semblé soulagé de changer de sujet et m'a indiqué le chemin vers le 3e étage. Je l'ai remercié et me suis dirigé vers l'ascenseur, mais dès que les portes se sont fermées, j'ai appuyé sur le bouton du 8e étage où se trouvait la direction. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. 4 décennies de mariage, 2 enfants élevés ensemble, une vie entière partagée. Comment était-il possible qu'il y ait une autre femme se présentant comme l'épouse de Georges? Que pouvait-il me cacher d'autre? L'ascenseur est arrivé au 8e étage et les portes se sont ouvertes sur un couloir silencieux et élégant. Je savais où se trouvait le bureau de Georges. J'y étais venu quelquefois pour des fêtes de fin d'année et des célébrations de l'entreprise. J'ai marché lentement, essayant de ne pas faire de bruit avec mes chaussures sur le sol en marbre. Quand je suis arrivé à la porte qui portait une plaque dorée avec le nom « Georges Dubois, directeur financier », je me suis arrêté. À travers le verre dépoli, je pouvais voir sa silhouette assise à son bureau, apparemment concentrée sur un document. J'étais sur le point de tourner la poignée quand j'ai entendu des voix s'approcher. Je me suis rapidement caché derrière une grande plante en pot dans le couloir. « Est-ce que Georges est dans son bureau ?» a demandé un homme que j'ai reconnu comme étant Charles, l'un des plus anciens collègues de Georges dans l'entreprise. « Oui, mais je crois qu'il est occupé maintenant », a répondu la secrétaire. « C'est rapide. J'ai juste besoin qu'il signe ses documents avant son déjeuner avec Claudia. » Mon corps entier s'est tendu en entendant ce nom. Charles est entré dans le bureau sans frapper. D'où j'étais, je pouvais entendre des bribes de la conversation. Déjeuner avec Claudia. La voix de Georges sonnait à la fois familière et étrange. Oui, elle vient de partir. Elle a dit que vous vous retrouveriez au restaurant habituel. Ma vue s'est brouillée, les larmes embuant mes yeux. Près de 4 décennies de mariage, 2 enfants élevés ensemble, maintenant adultes, avec leur propre famille. Une maison construite avec des sacrifices mutuels, des milliers de dîners préparés, de vêtements lavés, d'anniversaires célébrés, et pendant tout ce temps, il y avait une autre femme. Je n'ai pas pu me retenir. Je suis sorti de ma cachette et suis entré dans le bureau sans frapper. Georges et Charles se sont tournés vers moi, surpris. L'expression sur le visage de mon mari est passée de la surprise à l'horreur, en quelques secondes. « Hélène », a-t-il dit en se levant de sa chaise, comme s'il avait reçu un choc électrique. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La boîte de chocolat est tombée de mes mains tremblantes, éparpillant les douceurs sur le sol. « Qui est Claudia Dubois, Georges ?» ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Charles a regardé de Georges à moi, clairement mal à l'aise. « Je crois que vous devez parler », a-t-il murmuré, en sortant rapidement du bureau et en fermant la porte derrière lui. Nous sommes restés là, face à face, mari et femme, comme des étrangers. Je reconnaissais à peine l'homme en face de moi, non pas parce qu'il avait changé physiquement, mais parce que je réalisais que je ne l'avais jamais vraiment connu. « J'allais te le dire », a-t-il commencé, sa voix presque suppliante. « Hélène, s'il te plaît, assieds-toi. Ce n'est pas ce que tu penses. »« Et qu'est-ce que je pense, Georges ?» ai-je demandé en restant debout. « Que mon mari a une autre femme, qu'il mène une double vie, que chaque soir passé à travailler tard ces dernières années était un mensonge. » Il a passé les mains dans ses cheveux grisonnants, un geste que je connaissais si bien après tant d'années ensemble. C'était ce qu'il faisait quand il était nerveux, quand il se sentait acculé. « Claudia et moi, c'est compliqué », a-t-il finalement dit. « Compliqué » ai-je répété, sentant la colère monter en moi. « Compliqué, c'est de découvrir que ton mari a une autre famille après 40 ans de mariage. » Georges a contourné le bureau et a essayé de s'approcher, mais j'ai reculé. « Ne me touche pas », ai-je dit, la voix tremblante. « Dis-moi juste la vérité. Je veux l'entendre de ta bouche. » Il a soupiré profondément, les épaules affaissées comme s'il portait un poids immense. « J'ai rencontré Claudia il y a 15 ans lors d'un voyage d'affaires à Nice, » a-t-il commencé. « C'était une relation qui n'aurait jamais dû arriver, mais c'est arrivé. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà trop impliqué pour simplement y mettre fin.
Et quand exactement comptais-tu me le dire? Ai-je demandé, sentant chaque mot comme un couteau me coupant la gorge. J'ai essayé de nombreuses fois, Hélène. Mais comment dire à la femme avec qui j'ai construit une vie que j'ai commis la plus grande erreur qu'un homme puisse commettre? Comment détruire notre famille, nos enfants, nos petits-enfants? Alors, ta solution a été de vivre 2 vies pendant 15 ans. Son silence fut une réponse suffisante. Je me suis senti prise de vertige, comme si le monde tournait autour de moi. J'ai dû m'agripper au bord du bureau pour ne pas tomber. Les enfants. As-tu des enfants avec elle? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Georges a baissé les yeux. Une fille. Elle a 14 ans. Le coup fut dévastateur. Une fille de l'âge de nos petits-enfants, une famille entière construite en parallèle de la nôtre. Comment as-tu pu cacher ça si longtemps? Ai-je demandé, plus pour moi-même que pour lui. Les voyages d'affaires, les nuits dehors, les week-ends occupés. Hélène, s'il te plaît, a-t-il tenté de s'approcher à nouveau. Rentrons à la maison, nous pouvons parler. Je peux tout expliquer. Expliquer? Il n'y a pas d'explication pour ça, Georges. Il n'y a aucune justification pour 15 ans de mensonges. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et elle est entrée. Claudia Dubois, l'autre femme de mon mari. Elle s'est arrêtée en nous voyant, son expression passant de la surprise à la reconnaissance. « Vous devez être Hélène », dit-elle simplement. Ce qui m'a le plus choqué n'était pas sa beauté ou sa jeunesse, c'était l'absence de culpabilité ou de honte dans sa voix. Elle savait pour moi. Depuis tout ce temps. Elle savait. C'en était trop pour moi. Sans dire un mot, j'ai pris mon sac et suis sorti du bureau, passant à côté de Claudia comme si elle n'était qu'un meuble de plus. J'ai entendu Georges crier mon nom alors que je courais dans le couloir, mais je n'ai pas regardé en arrière. Dans l'ascenseur seul, j'ai finalement laissé couler les larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, je le réalise maintenant, mais de rage. Rage d'avoir été trompé, d'avoir cru en un homme qui a vécu un mensonge si longtemps, d'avoir consacré ma vie à quelqu'un qui ne méritait même pas ma considération. Quand je suis sorti de l'immeuble, le soleil d'automne m'a momentanément aveuglé. Le monde extérieur continuait comme si de rien n'était. Mais moi, j'étais irrévocablement changé. La femme qui était entrée dans cet immeuble avec une boîte de chocolat et des rêves de raviver un mariage n'existait plus. À sa place se trouvait une femme de 60 ans qui venait de découvrir que toute sa vie avait été construite sur une illusion et qui devait maintenant décider quoi faire des morceaux. Le chemin du retour fut le plus long de ma vie. Je n'ai pas pris de taxi ni de bus, j'ai simplement marché sans but, essayant de digérer ce qui s'était passé. Les rues de la ville que je connaissais si bien semblaient maintenant étranges, comme si j'étais dans un endroit complètement différent. Des gens passaient à côté de moi, vivant leur vie normale, discutant, riant, se pressant vers leur rendez-vous. Comment pouvait-il continuer alors que mon monde venait de s'effondrer? Comment le soleil pouvait-il encore briller? J'ai fini assise sur un banc de parc, regardant les enfants jouer sur l'aire de jeu. J'ai pensé à mes propres enfants, maintenant adultes avec leur propre famille. J'ai pensé à la fille que Georges avait avec Claudia, une adolescente qui ne me connaissait probablement que comme l'autre femme, si tant est qu'elle connaisse mon existence. L'ironie de la situation m'a fait éclater d'un rire amer qui a effrayé une dame assise sur le banc d'à côté. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. C'était Georges, évidemment. Je l'ai éteint et l'ai enfoui au fond de mon sac. Que pouvait-il dire maintenant qui changerait quoi que ce soit? Quel mot magique expliquerait 15 ans de trahison? Quand j'ai finalement décidé de rentrer à la maison, notre maison, la nuit tombait déjà. J'ai ouvert la porte et suis entré dans l'appartement où nous vivions depuis plus de 30 ans. Chaque recoin de cet endroit gardait des souvenirs. Le canapé où nous regardions des films ensemble le vendredi soir, la table de la cuisine où nos enfants faisaient leurs devoirs, le mur avec les photos de famille qui documentaient nos vies ensemble. Tout cela était-il réel? Une partie de cela avait-elle été vraie? Je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert l'armoire de Georges, ses costumes parfaitement alignés, ses cravates organisées par couleur, ses chemises repassées. D'un mouvement brusque, j'ai tout arraché des cintres et les jeté par terre. J'ai ouvert les tiroirs et éparpillé leur contenu sur le lit. Je cherchais... Quoi exactement? Plus de preuves de sa trahison, ou peu, être une explication magique qui transformerait tout cela en une terrible confusion. C'est alors que j'ai trouvé, au fond d'un tiroir à chaussettes, une petite boîte en bois fermée à clé. Je ne l'avais jamais vue auparavant. J'ai cherché la clé, mais je ne l'ai pas trouvée. Dans un accès de fureur, j'ai pris un coupe-papier sur la table de chevet et j'ai forcé la serrure jusqu'à ce qu'elle cède. À l'intérieur, il y avait des documents.
Un contrat de location pour un appartement de l'autre côté de la ville. Des relevés bancaires d'un compte que je ne connaissais pas. Et des photos. Beaucoup de photos. Georges avec Claudia. Georges avec une petite fille qui grandissait sur chaque photo. Son autre fille. Georges sur des plages, dans des restaurants, à des fêtes d'anniversaire. Une vie entière documentée en images. Une vie parallèle à celle que nous vivions ensemble. Je me suis assise par terre au milieu du désordre que j'avais créé et j'ai pleuré. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais quand j'ai relevé la tête, il était tard dans la nuit et j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Georges était à la maison. « Hélène » a-t-il appelé, sa voix résonnant dans l'appartement. « Tu es là ?» Je n'ai pas répondu. J'ai entendu ses pas s'approcher de la chambre, hésitant. Quand il a ouvert la porte et m'a vu là, assise par terre au milieu de ses vêtements éparpillés, avec la boîte ouverte et les photos autour de moi, son visage a pâli. « Alors c'est ça » ai-je dit, ma voix étonnamment calme. « C'est ça, ta vraie vie. Hélène, je peux expliquer ?»« Non » l'ai-je interrompu en me levant avec difficulté. Mes genoux me faisaient mal. Depuis combien de temps étais-je assise là? Il n'y a pas d'explication. Il n'y a que la vérité, Georges. Et la vérité, c'est que tu as construit une vie entière séparée de moi. Pendant que je m'occupais de notre maison, que j'élevais nos enfants, que je vieillissais en t'attendant tous les soirs, tu étais avec elle, à construire une famille, à avoir une autre fille. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-il dit, s'asseyant sur le bord du lit, paraissant soudain très vieux et fatigué. Comment ça devait se passer alors? Ai-je demandé. Tu comptais me le dire un jour, ou tu espérais que je ne le découvre jamais, que je meure sans savoir que mon mari vivait un mensonge. Je voulais te le dire, a-t-il insisté. Plusieurs fois, j'ai été sur le point de tout avouer, mais ensuite je pensais à comment ça te détruirait, comment ça affecterait nos enfants, nos petits-enfants. Non, ai-je coupé. N'utilise pas notre famille comme excuse. Tu n'as pas pensé à nous quand tu as commencé cet autre mariage. Tu n'as pensé qu'à toi. Georges a baissé la tête, vaincu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? A-t-il finalement demandé. C'était une bonne question. Qu'allais-je faire à 60 ans, après avoir consacré ma vie entière à cet homme, à ce mariage? Que me restait-il? Je veux que tu partes, ai-je dit, les mots sortant de moi comme s'ils venaient de quelqu'un d'autre. Maintenant. Hélène, s'il te plaît, parlons, je peux tout expliquer. On peut arranger ça. Everyone. Arranger? Ai-je répété, incrédule. Tu crois qu'il y a quelque chose à arranger ici? Tu as une autre femme, Georges, une autre famille, une fille adolescente. Il n'y a pas d'arrangement pour ça. Claudia n'est pas ma femme, a-t-il dit rapidement. Pas légalement, nous ne nous sommes jamais mariés. Cela aurait dû me faire sentir mieux, qu'il ne l'avait pas épousée officiellement, qu'il vivait seulement une farce. Farce, ai-je répété en montrant la porte. Va dans ton autre appartement, voir ton autre famille. Je ne veux pas te voir maintenant. Georges a semblé vouloir dire quelque chose de plus, mais il a changé d'avis. Il a ramassé quelques vêtements par terre, les a mis dans une petite valise et s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. « Je suis désolé, Hélène. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » J'ai failli rire. Il n'a jamais voulu me faire de mal, mais il a vécu un mensonge pendant 15 ans. Je n'ai pas répondu. Et il est finalement sorti, fermant la porte derrière lui. Dès que je me suis retrouvé seul, l'énormité de ce qui s'était passé m'a frappé de plein fouet. Mon mariage était terminé. Non seulement ça, mais peut-être n'avait-il jamais été réel, du moins pas au cours des 15 dernières années. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma fille, Anne. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Maman, ça va? Il est tard. » Je voulais tout lui dire, me décharger, pleurer avec elle, mais les mots ne sont pas sortis. Comment dire à ma fille que son père avait une autre famille? Comment détruire l'image qu'elle avait de lui? Tout va bien, ai-je menti. Je voulais juste entendre ta voix. Il s'est passé quelque chose, a-t-elle dit, toujours perspicace. C'est papa, n'est-ce pas? Non, ma chérie, tout va bien, sérieusement. On se parle demain, d'accord? Après avoir raccroché, je suis resté à regarder le téléphone. Il faudrait que je le dise à mes enfants, un jour. Ils avaient le droit de savoir. Mais pas aujourd'hui. Je ne pourrais pas supporter ça aujourd'hui. J'ai pris un long bain chaud, essayant de laver toute la douleur et la confusion. Je me suis couché dans le lit, notre lit, et j'ai essayé de dormir, mais le sommeil n'est pas venu. Mon esprit était rempli d'images de Georges avec Claudia, Georges avec son autre fille, Georges vivant son autre vie pendant que moi, innocente, j'attendais à la maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé, après un bref sommeil agité, et j'ai réalisé que je devais prendre des décisions. D'abord, j'ai appelé un serrurier.
et j'ai changé toutes les serrures de l'appartement. Ensuite, j'ai appelé mon avocate, une femme que je connaissais depuis des années grâce à notre club de lecture. « Maryse, j'ai besoin de ton aide professionnelle », ai-je dit quand elle a répondu. « Je veux déposer une demande de divorce. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. « Hélène, tu es sûre? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'en suis sûre », ai-je répondu fermement. « Je peux te raconter les détails en personne. Nous avons fixé un rendez-vous pour l'après-midi même à son cabinet. Ensuite, j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé. J'ai appelé mes enfants et leur ai demandé de venir à l'appartement ce soir-là. Je devais le leur dire en personne. La journée s'est déroulée comme dans un rêve brumeux. J'ai rangé la chambre, remettant dans l'armoire les vêtements de Georges que j'avais éparpillés la veille. J'ai mis de côté les photos que j'avais trouvées et les ai placées dans une enveloppe. Elles serviraient de preuve pour le divorce. Mais je ne voulais pas que mes enfants les voient. Lors de la réunion avec Maryse, j'ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes occasionnelles. « C'est un cas clair d'abandon de domicile et d'adultère », a-t-elle dit quand j'ai terminé. « Tu as droit à la moitié de tout, y compris sa retraite, et compte tenu des circonstances, nous pouvons demander une prestation compensatoire. L'argent. » C'était si étrange de penser à ça maintenant. Durant toute notre vie de couple, Georges s'était occupé des finances. J'avais mon propre salaire de professeur, maintenant ma petite retraite. Mais c'est lui qui avait toujours géré l'argent principal, les investissements, l'avenir. « Je veux juste ce qui est juste », ai-je dit. Et je veux que ce soit rapide. En sortant du cabinet de Maryse, je me suis sentie étrangement plus légère. Prendre une décision, agir, m'a donné un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais entré dans cet immeuble de bureau la veille. Le soir, Anne et Lucas, mes deux enfants, sont arrivés presque en même temps. Ils semblaient tous les deux inquiets. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Anne dès qu'ils sont entrés. « On a essayé de parler à papa toute la journée, mais il ne répond pas. Et tu avais l'air bizarre au téléphone. »« Asseyez-vous » ai-je demandé en indiquant le canapé. « J'ai quelque chose à vous dire. » Et alors j'ai raconté. Pas tous les détails, je n'ai pas montré les photos, mais j'ai dit l'essentiel, que leur père avait une autre famille depuis 15 ans. Une autre femme, une fille adolescente, un appartement de l'autre côté de la ville. Leurs visages sont passés de l'incrédulité au choc, et enfin à la colère. Lucas, toujours plus explosif, s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon. « Je vais le tuer », a-t-il dit, la voix tremblante. « Comment a-t-il pu te faire ça, maman ?» Anne pleurait silencieusement, me tenant la main. « Je n'arrive pas à y croire. Papa a toujours été si présent, si famille. » Un rire amer m'a échappé. Présent. Il a toujours travaillé tard. Il voyageait constamment. Il passait des week-ends à résoudre des problèmes de l'entreprise. Lucas a cessé de marcher et m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. C'est vrai. Comment n'avons-nous pas remarqué? Comment n'avons-nous pas vu les signes? Parce qu'il a été prudent, ai-je répondu. Et parce qu'aucun de nous ne voulait voir. Nous avons discuté tard dans la nuit. Il voulait tout savoir. Quand ça avait commencé, comment avais-je découvert? Qui était cette femme? J'ai raconté ce que je savais, ce que j'avais vu. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, maman ?» a finalement demandé Anne. « Je vais aller de l'avant, » ai-je répondu, me surprenant moi-même par la conviction dans ma voix. « J'ai déjà parlé à une avocate. Je vais demander le divorce. »« Et nous ?» a demandé Lucas. « Comment devons-nous nous comporter avec lui ?» C'était une question difficile. Aussi furieux soit-il, Georges restait leur père. Je ne voulais pas m'interposer entre eux et leur relation avec leur père. « C'est entre vous et lui », ai-je répondu honnêtement. Il a commis des erreurs terribles en tant que mari, mais ça n'efface pas les années qu'il a passées en tant que père. Vous devez décider par vous-même comment vous voulez gérer ça. Quand ils sont finalement partis, avec la promesse de revenir le lendemain, je me suis retrouvé à nouveau seul dans l'appartement silencieux. Mais cette fois, le silence ne semblait pas si oppressant. Il y avait une étrange paix dans la vérité, même une vérité douloureuse. Allongé dans le lit, j'ai pensé à la façon dont ma vie avait complètement changé en seulement 24 heures. Hier, j'étais une épouse dévouée, vivant ce que je croyais être un long mariage, bien que être un peu tiède. Aujourd'hui, j'étais une femme trahie sur le point de divorcer à 60 ans. Qu'est-ce qui m'attendait maintenant? Pour la première fois depuis que j'avais quitté cet immeuble de bureau, je me suis permis de penser à l'avenir, pas seulement aux prochains jours ou semaines, mais aux années à venir. Je devrais apprendre à vivre seul, à prendre mes propres décisions, à reconstruire mon identité au-delà de l'épouse de Georges. C'était terrifiant, mais j'ai aussi réalisé, avec surprise,
que c'était un peu excitant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la sonnerie du téléphone. C'était encore Georges. Cette fois, j'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux ?» Ai-je demandé, ma voix froide. « Nous devons parler, Hélène, a-t-il dit, semblant épuisé. Il y a des choses que tu dois savoir, des explications que je mérite de te donner. J'en ai assez vu sur les photos, Georges. Il n'y a rien à expliquer. S'il te plaît, a-t-il imploré. Un café, dans un lieu public. Donne-moi juste cette chance. J'ai pensé à refuser, à raccrocher, mais peu. Être y avait-il des questions auxquelles lui seul pouvait répondre. Des questions qui me tourmenteraient pour le reste de ma vie si je n'obtenais pas de réponse maintenant. 1 heure, ai-je finalement accepté. Au café de la librairie à 11 heures. Il a semblé soulagé. J'y serai, merci Hélène. J'ai raccroché sans répondre et je suis resté à regarder le plafond. Faisais-je ce qu'il fallait? Peut-être, mais pas pour lui. Pour moi. J'avais besoin de comprendre comment tout cela avait pu se produire juste sous mon nez. Je me suis habillé avec soin, choisissant une robe simple mais élégante et une paire de boucles d'oreilles que je m'étais offerte pour mes 60 ans. J'ai relevé mes cheveux et mis un rouge à lèvres léger. Je ne voulais pas paraître vaincu. Le café se trouvait à quelques rues de la maison. Quand je suis arrivé, Georges était déjà là, assis à une table dans un coin. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en un jour. Ses yeux étaient cernés et il ne s'était pas rasé. Je me suis assise en face de lui sans rien dire. « Merci d'être venu », a-t-il commencé. « Je ne suis pas venu pour toi », ai-je coupé. « Je suis venu parce que j'ai besoin de comprendre comment tu as pu faire ça. » Il a hoché la tête lentement. « C'est juste, et je vais tout te raconter, sans mensonge cette fois. » Handmate. Pendant l'heure suivante, Georges a parlé. Il a raconté comment il avait rencontré Claudia lors d'un voyage d'affaires à Nice 15 ans plus tôt. Elle était l'assistante de direction d'un des directeurs avec qui il négociait une fusion. Il a parlé de la façon dont la relation avait commencé comme quelque chose de désinvolte qui aurait dû se terminer à son retour à la maison. « Mais je n'y ai pas mis fin », a-t-il dit, les yeux fixés sur la tasse de café devant lui. Nous avons continué à parler, et quand je suis retourné à Nice 3 mois plus tard, nous nous sommes revus. Et c'est comme ça que ça a commencé, ai-je murmuré, sentant une douleur sourde dans ma poitrine. Oui, au début, c'était juste physique, une aventure, quelque chose que je savais être mal, mais je ne pouvais pas arrêter. Puis elle m'a dit qu'elle était enceinte. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de contrôler la vague de rage et de trahison qui m'envahissait. J'ai paniqué, a continué Georges. J'ai pensé à tout te dire, à te demander pardon, à assumer l'enfant mais à continuer notre mariage. Mais je n'ai pas eu le courage. Alors Claudia a suggéré une solution. Elle ne me demanderait rien. Elle élèverait l'enfant seule si je l'aidais financièrement. Comme c'est pratique, ai-je dit, ma voix chargée d'amertume. Au début, c'était comme ça. J'envoyais de l'argent, je rendais visite occasionnellement. Mais quand Louise est née, sa voix s'est étranglée. Quand je l'ai vue pour la première fois, quelque chose a changé. C'était ma fille, Hélène. Je ne pouvais pas simplement m'éloigner. Alors tu as décidé d'avoir 2 familles, ai-je complété. Ce n'était pas une décision consciente, c'est arrivé petit à petit. Une visite par-ci, un week-end par-là. Claudia a trouvé un travail à Paris, dans la même entreprise. La situation a évolué. Pendant 15 ans, ai-je observé, et à aucun moment de ces 15 années, tu n'as pensé que je méritais de savoir la vérité? Georges a finalement levé les yeux et m'a fait face. Si, de nombreuses fois. Surtout quand les enfants ont quitté la maison et que nous nous sommes retrouvés seuls tous les deux. Mais ensuite je me disais, pourquoi détruire ce que nous avons? Pourquoi te causer cette douleur? C'était de l'égoïsme de ma part, je le sais maintenant. Égoïsme, ai-je répété. C'est un mot intéressant pour décrire ce que tu as fait. Nous sommes restés silencieux un moment. Une jeune serveuse s'est approchée pour nous demander si nous voulions plus de café. Georges a hoché la tête affirmativement. J'ai secoué la tête. Comment as-tu réussi à cacher ça si longtemps? Ai-je demandé quand elle s'est éloignée. Tous ces voyages, ces nuits tardives au bureau. Au début, c'était de vrais voyages d'affaires, sauf que Claudia m'accompagnait. Quand elle est venue à Paris, j'ai loué l'appartement pour elle, et avec le temps, il est devenu plus facile de mentir. Un mensonge en entraînait un autre. Et au bureau, tout le monde était au courant? Georges a détourné le regard, et j'ai réalisé que j'avais touché un point sensible, quelques collègues plus proches. Oui, Charles, évidemment, et quelques autres directeurs. Je leur ai demandé d'être discrets. Well, Minter, et ils ont gardé ton sale petit secret pendant des années, ai-je dit avec mépris, pendant que j'étais l'idiote qui ne savait rien.
Ce n'est pas comme ça qu'il le voyait, Hélène. Ce n'est pas comme ça que je le voyais. Et comment le voyais-tu, Georges? Comment me voyais-tu, moi? Il semblait vraiment perturbé maintenant, ses mains tremblant légèrement alors qu'il portait la tasse à ses lèvres. Je t'aimais, Hélène. Je t'aime encore. Tu es la mère de mes enfants, ma compagne depuis des décennies. Ce que j'avais avec Claudia, c'était différent. Ah, bien sûr. L'aventure excitante avec la femme plus jeune contre le confort de la vieille épouse à la maison, ai-je dit, incapable de contenir mon sarcasme. Ce n'est pas ça. Avec toi, j'avais une histoire, des racines, des souvenirs. Avec Claudia, au début, c'était juste de l'excitation, quelque chose de nouveau. Puis, Louise est arrivée et tout s'est compliqué. Je me suis retrouvé pris entre deux mondes, incapable d'abandonner l'un ou l'autre. Louise. Mon esprit s'est fixé sur ce nom, la fille de Georges, que je n'avais jamais rencontrée, qui ne connaissait probablement même pas mon existence. Et la petite, elle sait pour moi? Georges a hésité. Elle sait que je suis marié, oui, mais elle ne connaît pas les détails. Claudia pensait que c'était mieux ainsi. Claudia pensait que c'était mieux, ai-je répété. Et tu as toujours fait ce que Claudia pensait être le mieux, n'est-ce pas? Hélène, non. Assez, l'ai-je interrompu en levant la main. J'en ai assez entendu. J'ai déposé une demande de divorce hier. Mon avocate te contactera. Georges a pâli. Divorce? Mais Hélène, on peut arranger ça. Je sais que j'ai eu tort, terriblement tort. Mais nous avons 40 ans ensemble. On ne jette pas ça par-dessus bord. Pas nous, Georges. C'est toi qui l'as jeté par-dessus bord quand tu as décidé d'avoir 2 familles. Quand tu m'as menti tous les jours pendant 15 ans. Je me suis levé, prenant mon sac. Nous ne sommes plus dans les années 50, où les femmes restaient avec des maris infidèles par manque d'options. J'ai 60 ans, oui, mais j'ai encore une vie devant moi, et je ne vais pas la gâcher avec quelqu'un qui m'a trahi de cette façon. Dune. Mince, ATT. Georges s'est levé aussi, essayant de me retenir par le bras, mais j'ai reculé. Hélène, s'il te plaît, parlons encore. Je peux changer. Je peux réparer ça. Il n'y a rien à réparer, ai-je répondu étonnamment calme. C'est fini, Georges. Je suis sorti du café sans me retourner, ressentant un mélange de douleur et de libération. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité, je respirais normalement, comme si un poids avait été partiellement enlevé de ma poitrine. Ce que Georges avait dit ne justifiait pas ses actions. Rien ne pourrait jamais les justifier, mais au moins maintenant, je savais. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux que le doute. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans une nouvelle routine. J'ai commencé à m'occuper des aspects pratiques de la séparation. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire pour recevoir ma retraite, qui allait auparavant sur notre compte joint. J'ai demandé l'aide d'Anne pour mieux comprendre nos finances. Elle travaillait comme comptable et en savait bien plus que moi sur ces choses. Georges a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai répondu que lorsque c'était pour des questions pratiques, des documents qu'il devait récupérer à l'appartement, des affaires qu'il avait laissées derrière lui. Une semaine après notre conversation au café, j'ai reçu un appel inattendu, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Hélène Dubois ?» a demandé une voix féminine quand j'ai répondu. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Je suis Claudia Perrin. Nous devons parler. » Mon cœur s'est emballé. L'autre femme, l'autre épouse. Un instant, j'ai pensé à raccrocher, mais la curiosité a été plus forte. « À propos de quoi ?»« Je pense que vous savez. S'il vous plaît, c'est important. Pouvons-nous nous rencontrer ?» J'ai hésité. Une partie de moi ne voulait pas la voir, ne voulait lui donner aucune satisfaction. Mais une autre partie avait besoin de la regarder dans les yeux, de comprendre qui était la femme qui avait partagé mon mari avec moi pendant tant d'années. D'accord, ai-je finalement accepté. Où? Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café du centre de Paris, loin de mon appartement et du bureau de Georges, un territoire neutre. Je suis arrivé 15 minutes en avance, exprès. Je voulais être là la première, établir ma présence. J'ai choisi une table au fond, dos au mur, d'où je pourrais voir la porte. Claudia est arrivée à l'heure. Je l'ai reconnue immédiatement, même habillée de façon plus décontractée que le jour où je l'avais vue au bureau. Elle a hésité à l'entrée, regardant autour d'elle jusqu'à ce que nos regards se croisent. Elle s'est dirigée vers ma table avec une assurance que j'ai trouvée irritante. « Hélène », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi, « merci d'être venue. »« Isis, and the Seba. »« Allons droit au but », ai-je répondu sèchement. « Que voulez-vous » Elle a hoché la tête, semblant apprécier ma franchise. « Je veux clarifier certaines choses. D'abord, vous devez savoir que Georges ne m'a jamais dit qu'il vous quitterait. Je ne lui ai jamais promis ça,
et il ne me l'a jamais promis. Et ça devrait me faire sentir mieux? Non, a-t-elle répondu, me surprenant par son honnêteté. Je veux juste que vous compreniez la situation telle qu'elle est, pas comme elle peut paraître. Et comment est-elle à votre avis? Compliquée, a-t-elle soupiré. Quand j'ai rencontré Georges, il m'a dit qu'il était marié. Je sortais d'une relation difficile. Je ne voulais rien de sérieux. Ça devait être passager, mais ça ne l'a pas été. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pensé à disparaître, à élever l'enfant seul, sans impliquer Georges. Mais ce n'aurait pas été juste pour lui ni pour le bébé. Et c'était juste pour moi? Ai-je demandé, ma voix trahissant l'émotion que j'essayais de contrôler. C'était juste de me maintenir dans l'ignorance pendant 15 ans? Claudia a eu la décence de paraître embarrassée. Non, et c'est pourquoi je me sens coupable tous les jours. Mais la situation a évolué petit à petit. Au début, Georges ne nous rendait visite qu'occasionnellement. Il envoyait de l'argent. Puis, quand je suis venu travailler à Paris, ça s'est compliqué. Louise voulait voir son père plus souvent. Elle l'aime, Hélène. J'ai respiré profondément. La mention de sa fille, de leur fille, était encore douloureuse. Pourquoi avons-nous cette conversation, Claudia? Qu'espérez-vous obtenir? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser ou de détruire votre mariage. Et je veux que vous compreniez que Louise est une adolescente innocente dans cette situation. Quoi qu'il arrive entre vous, Georges et moi, elle n'est pas en faute. Je ne blâmerai jamais une enfant pour les erreurs de ses parents, ai-je répondu, offensé qu'elle puisse penser cela de moi. Mais ça ne change rien au fait que vous et Georges m'avez trahi pendant 15 ans. Vous avez raison, a-t-elle concédé, à ma grande surprise. Nous ne sommes pas égales. Vous êtes l'épouse légitime, la femme avec qui il a construit une vie en premier. Je suis l'autre. J'ai toujours été l'autre, Hélène, même si j'essayais de faire semblant du contraire. Il y avait une vulnérabilité inattendue dans sa voix qui m'a momentanément désarmé. Que voulez-vous maintenant? Ai-je demandé. Georges et moi allons divorcer. Il sera libre d'être avec vous officiellement si c'est ce que vous voulez tous les deux. Je ne sais pas ce que je veux, a-t-elle admis. Pendant des années, j'ai vécu dans cet arrangement étrange, me convainquant que tout allait bien, que c'était normal de partager l'homme que j'aimais avec une autre femme. Maintenant que tout est révélé, je ne sais pas si je peux continuer. C'est ironique, ai-je observé. Maintenant qu'il pourrait être entièrement à vous, vous n'êtes pas sûr de le vouloir. La vérité est compliquée, a-t-elle dit avec un sourire triste. Suis-je tombée amoureuse non seulement de Georges, mais de la situation, du drame, de la clandestinité. Maintenant que c'est fini, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de sympathie pour elle malgré tout. Quelle vie était cela? Être éternellement la deuxième option. Et Louise, ai-je demandé, comment gère-t-elle tout ça? C'est difficile pour elle. Georges a toujours été un père présent, dans les limites de notre situation. Maintenant elle est confuse, elle a peur de le perdre. Elle ne le perdra pas, ai-je affirmé, surprise de ma propre certitude. Georges n'est pas un bon mari, clairement, mais il a toujours été un père dévoué pour mes enfants. Je ne pense pas qu'il sera différent avec elle. Claudia a semblé sincèrement reconnaissante pour mes paroles. Merci de dire ça, ça signifie beaucoup. Nous sommes restés silencieuses un moment. Deux femmes unies par un homme qui nous avait trahis de différentes manières. Qu'allez-vous faire maintenant? A finalement demandé Claudia. Allez de l'avant, ai-je répondu. J'ai 60 ans. Ce n'est pas la fin de la vie, même si j'ai cru que ça l'était un instant. J'ai ma retraite, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai des amis que je n'ai pas vus depuis des années parce que j'étais toujours occupé à être l'épouse parfaite. Est-il temps de redécouvrir qui je suis au-delà d'Hélène, l'épouse de Georges. Vous semblez plus forte que ce à quoi je m'attendais, a-t-elle commenté. Je suis plus forte que ce que je m'attendais moi-même, ai-je admis. La douleur n'a pas disparu. Je doute qu'elle disparaisse un jour complètement. Mais je ne la laisserai pas définir le reste de ma vie. Quand nous nous sommes quittés, nous n'étions pas amis, nous ne pourrions jamais l'être. Mais il y avait une compréhension mutuelle. Deux femmes qui avaient été trompées de différentes manières par le même homme. En rentrant chez moi après notre rencontre, j'ai réalisé que je respirais plus librement que depuis des semaines. La conversation avec Claudia m'avait donné quelque chose d'inattendu, une perspective. Je n'étais pas la seule victime de cette histoire. Il y avait une femme qui avait vécu dans l'ombre de mon mariage pendant 15 ans, et une enfant qui n'avait connu son père que lors de visites volées. D'une certaine manière, nous avions tous perdu. Les mois suivants furent des montagnes russes émotionnelles. La procédure de divorce a progressé, avec Georges essayant à chaque instant de me convaincre de renoncer.
Il se présentait à l'appartement avec des fleurs, des cadeaux, des promesses de changement. À un moment particulièrement pathétique, il a même suggéré que nous pourrions maintenir les choses comme elles étaient, puisque je connaissais maintenant la vérité. Comment peux-tu penser que j'accepterais de rester marié avec toi en sachant que tu as une autre famille? Ai-je demandé, incrédule. Beaucoup de couples ont des arrangements, a-t-il répondu sans me regarder dans les yeux. Ceci n'est pas un arrangement, George, c'est une trahison. Et je mérite mieux que ça. Et viewers, mes enfants étaient furieux contre leur père. Lucas refusait même de répondre à ses appels, tandis qu'Anne maintenait le contact uniquement par obligation. La révélation de l'existence de Louise, une demi-sœur qu'il n'avait jamais connue, fut particulièrement douloureuse pour tous les deux. Comment a-t-il pu nous cacher ça? A demandé Anne un jour, pleurant sur mes genoux, comme quand elle était petite. Nous avons une sœur de 14 ans que nous n'avons jamais rencontrée. Haïti. Votre père a commis beaucoup d'erreurs, ai-je répondu en caressant ses cheveux. Mais cette enfant est innocente. Un jour, quand vous serez prêt, peut-être voudrez-vous la rencontrer. Tu crois vraiment ça? A demandé Lucas, qui était assis de l'autre côté du salon. Après tout ce qu'il a fait, oui, ai-je répondu honnêtement. Elle est de votre sang, et elle n'est pas responsable des choix que les adultes autour d'elle ont faits. Ils ont réfléchi à mes paroles, et j'ai vu dans leurs yeux un mélange de colère, de confusion, et peut-être une pointe de curiosité. Au milieu de tout ce chaos émotionnel, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. J'ai redécouvert des parties de moi-même que j'avais oubliées. J'ai recommencé à peindre, un hobby que j'avais abandonné à la naissance des enfants. Je me suis inscrite à un cours de photographie que j'avais toujours voulu faire. J'ai renoué avec de vieilles amies. J'ai commencé à fréquenter un club de lecture. Chaque petite découverte, chaque nouvelle activité était comme récupérer un morceau de moi qui s'était perdu au fil des ans. Non pas parce que Georges m'avait interdit de faire ces choses, il ne l'avait jamais fait, mais parce que, d'une certaine manière, je m'étais réduite au rôle d'épouse, de mère, de grand-mère. J'avais oublié que j'étais aussi Hélène, une femme avec ses propres désirs, ambitions et intérêts. 6 mois après cette visite fatidique au bureau de Georges, le divorce a été prononcé. Le partage des biens fut étonnamment simple. Georges n'a rien contesté. Peut être par culpabilité, peut être par épuisement. J'ai reçu la moitié de tout, y compris l'appartement où nous vivions. Il a gardé la maison de campagne que nous utilisions rarement. Le jour où j'ai signé les derniers papiers, mon avocate m'a félicité. « Tu vas t'en sortir, Hélène », a-t-elle dit en me serrant la main. « Financièrement, tout est réglé, et émotionnellement, eh bien, ça vient avec le temps. Je vais déjà mieux que ce que j'espérais, ai-je avoué. Chaque jour est un peu plus facile. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, ma maison, maintenant seulement la mienne, il y avait un grand bouquet de fleurs à la porte. Ma première pensée fut qu'il venait de Georges, une autre tentative désespérée de réconciliation. Mais la carte disait « Pour la femme la plus forte que nous connaissions. Avec amour, Anne, Lucas, Marie, Jean et Pierre. Mes enfants et petits-enfants, ma vraie famille. » Je suis entré dans l'appartement, j'ai mis les fleurs dans un vase et je me suis servi un verre de vin. Assise sur le balcon, regardant les lumières de la ville, j'ai réfléchi à l'incroyable parcours de ces derniers mois. À 60 ans, j'avais découvert une trahison dévastatrice, affronté la fin de mon mariage de 4 décennies et été forcé de reconstruire ma vie à partir de zéro. Il aurait été facile de m'effondrer, de me laisser consumer par l'amertume et le ressentiment. Au lieu de cela, je découvrais une nouvelle version de moi-même. Une Hélène qui n'avait pas besoin de l'approbation ou de l'amour d'un homme pour se définir. Une femme qui pouvait être seule, sans se sentir seule. L'avenir était encore incertain. Il y aurait des jours difficiles à venir, des jours où la douleur de la trahison reviendrait de plein fouet, des jours où la vie que j'avais, ou que je pensais avoir, me manquerait. Mais il y avait aussi des possibilités infinies, l'occasion de découvrir qui j'étais vraiment, de vivre selon mes propres termes, de créer de nouveaux souvenirs, non souillés par le mensonge. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Anne. « Les fleurs t'ont plu ?» a-t-elle demandé quand j'ai répondu. « Elles sont magnifiques, ma chérie. Merci. Maman, on est tous chez Lucas. On fête les 6 ans de Pierre. Tu veux venir? On peut t'envoyer un VTC. » J'ai hésité une seule seconde. « Bien sûr, donne-moi une demi-heure pour me préparer. » J'ai raccroché avec un sourire. C'était ma vie maintenant. Imparfaite, inattendue, mais la mienne. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais sincèrement excité de voir ce qui allait suivre. 1 an s'est écoulé depuis ce jour fatidique où j'ai découvert la double vie de Georges. Une année de douleur,
de découvertes, de larmes et, étonnamment, de rires. Aujourd'hui, à 61 ans, je suis une femme différente de celle qui est entrée dans cet immeuble de bureau avec une boîte de chocolat, espérant surprendre son mari. Cette Hélène naïve est restée derrière, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus sage et de manière inattendue, de plus heureux. Les changements ont commencé modestement. J'ai d'abord redécoré l'appartement, enlevant les vestiges de Georges. Les tableaux qu'il avait choisis ont été remplacés par des œuvres que j'adorais. Le canapé marron sur lequel il insistait car il allait avec tout, a laissé place à un ensemble confortable dans les tons de bleu. J'ai transformé son bureau en un atelier de peinture où je passe des heures perdues dans les couleurs et les textures. Mes enfants se sont adaptés à la nouvelle réalité avec le temps. Anne a été la première à tendre un rameau d'olivier à son père, non pas pour lui, mais pour Louise. Elle voulait rencontrer sa demi-sœur, cette adolescente qui partageait leur sang sans connaître leur existence. Elle est intelligente, m'a raconté Anne après leur première rencontre, et timide. Elle semble perdue dans tout ça, comme si elle ne savait pas quelle est sa place. C'est compréhensible, ai-je répondu. Soudain, elle découvre qu'elle a des frères et sœurs adultes, que son père avait une autre famille. Ça doit être déroutant. Lucas a mis plus de temps à accepter l'idée de rencontrer Louise, mais il a finalement cédé. Sa femme, toujours sensée, l'a convaincu que la jeune fille n'était pas en faute. Elle ressemble à grand-père, m'a dit Lucas après, en parlant de mon père. Elle a le même sourire en coin. C'était étrange d'entendre ça, mais pas douloureux comme ça l'aurait été des mois plus tôt. C'était juste un fait. Cet enfant, que je n'avais jamais rencontré, portait des traits de ma famille avec ceux de Georges. Quant à Claudia, nous avons maintenu un respect distant. Nos chemins se croisaient rarement, et quand cela arrivait, généralement lors d'événements liés à mes petits-enfants, où Georges était également présent, nous échangions des salutations polies et rien de plus. Georges a tenté plusieurs fois une réconciliation, même après que le divorce a été prononcé. Il se présentait avec des cadeaux, m'invitait à dîner, parlait de seconde chance et de pardon. À chaque tentative, ma réponse était la même. Il n'y a pas de retour en arrière, Georges. Ce que nous avions est terminé. Le plus surprenant pour moi fut de découvrir que c'était vrai. Il n'y avait pas de retour en arrière. Non pas parce que je ne pouvais pas lui pardonner, bien qu'il serait difficile d'imaginer comment, mais parce que je ne l'aimais plus. L'amour que j'avais ressenti pour lui pendant des décennies était mort, non pas de manière dramatique, mais progressivement, comme une plante qui cesse de recevoir de l'eau et de la lumière. À sa place a grandi quelque chose d'inattendu, l'amour-propre. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à faire des choix basés uniquement sur ce que je voulais, sans tenir compte des préférences de quelqu'un d'autre. J'ai voyagé seul pour la première fois de ma vie. Une petite croisière en Méditerranée que j'avais toujours voulu faire, mais que Georges considérait toujours comme trop cher ou sans intérêt. Assise sur le pont, regardant la mer ouverte, j'ai ressenti une liberté que je n'avais jamais connue. J'ai fait de nouveaux amis au cours de photographie et au club de lecture, des personnes avec des intérêts similaires qui ne me connaissaient pas seulement comme la femme de Georges ou la mère d'Anne et Lucas. Pour eux, j'étais juste Hélène, la photographe amateur avec un œil particulier pour les détails, la lectrice avide de romans historiques. Et puis, 9 mois après le divorce, quelque chose que je n'aurais jamais attendu est arrivé. J'ai rencontré quelqu'un. Robert était un professeur d'histoire à la retraite, veuf depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés au vernissage d'une exposition de photographie locale où nous avions tous les deux des œuvres exposées. Il photographiait des paysages urbains. Je préférais les portraits de gens. « Vos photos capturent quelque chose de spécial », a-t-il commenté en s'arrêtant à côté de moi alors que j'observais une de mes images, celle d'une vieille dame vendant des fleurs sur un marché. Sa dignité, même dans des circonstances simples. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là, de photographie, de littérature, de voyage, de musique. Nous n'avons pas parlé d'ex-conjoints, ni d'enfants. Ces sujets sont venus plus tard, naturellement, quand nous étions déjà amis. Notre relation a évolué lentement, organiquement. Un café après les cours de photo, des déjeuners à discuter de livres, une promenade dans un parc un dimanche ensoleillé. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'attente. Juste 2 personnes mûres, avec des vies pleines et indépendantes, découvrant le plaisir de la compagnie de l'autre. La première fois qu'il m'a embrassé, c'était après un concert de musique classique, un baiser léger, presque timide, qui m'a fait me sentir comme une adolescente à nouveau. J'en ai ri, à l'idée qu'à 61 ans, je pouvais me sentir comme une jeune fille amoureuse, et il a ri avec moi. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a-t-il demandé. « Nous » ai-je répondu.
Deux vieillards se comportant comme des adolescents. « Vieillard » a-t-il feint l'indignation. « Parle pour toi. Je suis dans la fleur de l'âge. » Et à bien des égards, il avait raison. Nous étions tous les deux dans la fleur de l'âge. Pas de la jeunesse, certes, mais de la sagesse, de la confiance en soi, de la connaissance de soi. Quand j'ai parlé de Robert à Anne et Lucas, leurs réactions ont été prévisibles. Inquiétude initiale, serait-il un profiteur? Serais-je émotionnellement prête? Suivi d'un soutien prudent. Quand ils l'ont finalement rencontré lors d'un déjeuner dominical, l'approbation a été unanime. « Il te regarde comme si tu étais la chose la plus précieuse au monde, maman », a commenté Anne après. Et c'était peu, être ce que j'aimais le plus chez Robert. Pas seulement la façon dont il me regardait, mais la façon dont il me faisait me sentir valorisé, écouté, vu, non pas comme l'extension de quelqu'un, mais comme une personne à part entière. Georges a appris pour Robert par les enfants. Sa réaction fut un mélange d'incrédulité et de jalousie. « Tu sors déjà avec quelqu'un ? Propriété » a-t-il demandé lorsque nous nous sommes rencontrés pour régler quelques détails finaux sur la vente d'une propriété commune. « Tu ne crois pas que tu vas un peu trop vite ?»« Trop vite ?» ai-je répété, incrédule. « Nous sommes divorcés depuis près d'1 an, Georges, et tu as une autre famille depuis 15 ans. Je crois que je suis dans les délais acceptables. » Il n'a pas eu de réponse à ça. Quant à Claudia et Georges, j'ai appris par Anne qu'ils étaient toujours ensemble, mais que les choses étaient compliquées. Maintenant qu'il n'y avait plus de secret, maintenant qu'il pouvait être avec elle ouvertement, il semblait que quelque chose s'était perdu. Le fruit défendu n'était plus aussi tentant. « Papa a l'air perdu », m'a confié Anne une fois, comme s'il ne savait plus quelle est sa place. J'ai ressenti une pointe de pitié pour lui, une émotion qui m'a surprise. Georges avait construit une vie basée sur des mensonges, et maintenant qu'il s'était effondré, il ne savait plus qui il était, ni ce qu'il voulait. En revanche, je ne m'étais jamais senti aussi sûr de ma place dans le monde. À 61 ans, je découvrais une nouvelle version de moi-même. Pas une Hélène alternative, mais l'Hélène qui avait toujours existé sous les rôles d'épouse, de mère, de grand-mère. L'Hélène qui était artiste, photographe, lectrice, voyageuse, amie, amante. Un dimanche après-midi, 1 an et 2 mois après la découverte qui a changé ma vie, j'étais à la maison en train de préparer le dîner. Robert viendrait plus tard, ainsi qu'Anne et sa famille. Lucas a appelé pour dire qu'il ne pourrait pas venir, son plus jeune fils avait de la fièvre, mais il a promis de passer le week-end prochain. En coupant les légumes pour la salade, je me suis arrêté un instant et j'ai regardé autour de moi. Mon appartement redécoré, les murs couverts de mes photographies et de mes peintures, la table mise pour les personnes que j'aimais. Le sentiment qui m'a envahi était une profonde gratitude, pas pour la trahison de Georges. Je ne serai jamais reconnaissante pour ça, mais pour la vie que j'ai découverte après, pour la force que je ne savais pas que j'avais, pour les nouveaux départs que je n'aurais jamais imaginé possibles. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Robert. « Je pars de chez moi maintenant », a-t-il dit. « As-tu besoin de quelque chose en chemin ?»« Juste de toi », ai-je répondu, surprise de la facilité avec laquelle les mots sont sortis. Son rire a réchauffé mon cœur. « J'arrive. » Alors, j'ai raccroché et je suis retourné couper mes légumes, un sourire persistant aux lèvres. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 61 ans, je cuisinerais pour un nouvel amour, ressentant ce petit papillonnement dans l'estomac quand on attend quelqu'un de spécial. La sonnette a retenti précisément à 18 heures. Robert était ponctuel comme une horloge suisse, une caractéristique que j'apprenais à apprécier. J'ai ouvert la porte et il était là. Cheveux grisonnants parfaitement coupés, yeux marron chaud, tenant un bouquet de tournesol, ma fleur préférée. « Pour la photographe la plus talentueuse de Paris », a-t-il dit en me tendant les fleurs. « Tu vas finir par me le faire croire », ai-je répondu en acceptant le bouquet et en me mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Robert a également apporté une bouteille de vin rouge et un vieil album qu'il avait trouvé chez un bouquiniste datant des années 50 sur la photographie de rue. J'ai pensé que ça pourrait t'inspirer. Ces petits gestes, remarquer mes intérêts, se souvenir des détails, étaient ce que j'aimais le plus chez lui. Georges remarquait rarement ces choses dans les dernières années de notre mariage. Anne est arrivée une demi-heure plus tard avec son mari et leurs 2 enfants. Mes petits-enfants ont couru vers Robert, qui les a accueillis avec des câlins et les bonbons à la menthe qu'il gardait toujours dans ses poches spécialement pour eux. Il n'y avait pas de gêne, pas de tension. C'était comme s'il avait toujours fait partie de la famille. Pendant le dîner, entre les rires et les histoires, j'ai réalisé que j'avais trouvé quelque chose que je n'espérais plus jamais avoir, un bonheur authentique. Ce n'était pas un bonheur parfait
ou sans égratignure. Il y avait encore des moments de douleur quand je me souvenais de la trahison. J'avais encore des rêves occasionnels où je trouvais Georges et Claudia ensemble, mais c'était réel. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Lucas. « Maman, il faut que tu viennes à l'hôpital. C'est papa. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une crise cardiaque. On ne sait pas encore si c'est grave. Je suis restée silencieuse un moment, digérant la nouvelle. Malgré tout, Georges avait fait partie de ma vie pendant plus de 4 décennies. Le père de mes enfants, le grand-père de mes petits-enfants. « J'arrive », ai-je finalement répondu. À l'hôpital, j'ai trouvé Lucas, dans la salle d'attente. Anne est arrivée quelques instants plus tard, les yeux rouges et gonflés. « Des nouvelles ?» ai-je demandé. « Il est stable maintenant. Les médecins disent que c'était une alerte, pas aussi grave que ça aurait pu l'être. » Nous nous sommes assis ensemble, attendant plus d'informations. C'est alors que je l'ai vue. Claudia, entrant précipitamment dans la salle d'attente, une adolescente aux cheveux sombres à ses côtés. Louise. Je l'ai reconnue immédiatement, même sans l'avoir jamais rencontrée auparavant. Les mêmes yeux que Georges, la même forme de visage que mes enfants. Il y eut un moment de tension. Lorsque nos regards se sont croisés, Anne s'est levée et est allée vers elle, serrant brièvement sa demi-sœur dans ses bras. Lucas est resté assis, mal à l'aise. Claudia s'est approchée de moi, hésitante. Hélène m'a-t-elle salué, clairement incertaine de la manière d'agir. « Claudia », ai-je répondu d'un hochement de tête. Puis, j'ai regardé la jeune fille à côté d'elle. « Et tu dois être Louise ». Elle a acquiescé timidement. « Enchantée de vous connaître, madame. »« Le plaisir est pour moi », ai-je répondu honnêtement. C'était une situation surréaliste, les 2 familles de Georges réunies dans une salle d'attente d'hôpital. Autrefois, cela aurait été insupportable. Maintenant, bien qu'étrange, ce n'était qu'un chapitre de plus de cette histoire compliquée que nous étions devenus. Quand nous avons enfin pu voir Georges, nous sommes entrés à tour de rôle. D'abord Anne et Lucas, puis Claudia et Louise. J'ai hésité. Devais-je le voir? Que lui dirais-je? « Il a demandé après toi », m'a dit Anne en revenant. « Je crois qu'il aimerait te voir. » J'ai pris une profonde inspiration et suis entré dans la chambre. Georges était pâle, semblant plus petit et plus fragile que je ne l'avais jamais vu, connecté à des moniteurs et avec un masque à oxygène. « Hélène », a-t-il dit d'une voix faible, enlevant momentanément le masque. « Tu es venue ?»« Bien sûr que je suis venu », ai-je répondu en m'arrêtant près du lit. Les enfants étaient inquiets. « Et toi ?» a-t-il demandé, ses yeux cherchant les miens. « Tu t'es inquiété ?» C'était une question chargée. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. « Oui, Georges, malgré tout, je ne te veux aucun mal. » Il a hoché la tête lentement, semblant accepter ma réponse. « Tu sais, a-t-il dit après un moment, quand on est sur le point de mourir, on dit que notre vie défile devant nos yeux. Tu n'es pas en train de mourir, l'ai-je interrompu. Non, pas cette fois, a-t-il concédé. Mais un instant, j'ai cru que si. Et tu sais ce que j'ai vu. Nos premières années ensemble, quand nous étions jeunes et que tout semblait possible, quand les enfants étaient petits et que nous courions dans le parc le dimanche. J'ai ressenti une vague de nostalgie. C'était de bons moments, avant les mensonges, avant la trahison. « Georges, ne... Laisse-moi finir, a-t-il demandé. J'ai tout gâché, Hélène. Notre famille, notre vie, par égoïsme, par faiblesse. Et le pire, c'est que maintenant je n'ai rien. Ni toi, ni vraiment Claudia. Nous sommes ensemble, mais ce n'est pas pareil. Ça ne l'a jamais été. Qu'est-ce que tu dis ?» Il a soupiré profondément, le son entrecoupé d'un petit gémissement de douleur. « Je dis que tu as eu raison d'aller de l'avant, et que j'ai eu tort sur tout, absolument tout. Ce n'était pas une demande de réconciliation, j'ai réalisé. C'était juste une confession, un homme regardant sa vie en arrière et reconnaissant ses erreurs. « Tu as Louise, ai-je répondu doucement. Elle a besoin de toi. »« Oui, a-t-il concédé. Et je vais essayer d'être meilleur pour elle que je ne l'ai été pour toi ou pour les enfants. » En quittant la chambre, j'ai senti comme si un poids avait été levé. Pas complètement, peu, être jamais complètement, mais assez pour respirer plus facilement. Claudia était dans le couloir, regardant par la fenêtre. Je me suis approché d'elle, me surprenant moi-même. « Il va s'en sortir », ai-je dit. « Il est trop têtu pour abandonner maintenant. » Elle a esquissé un petit sourire. « Oui, il l'est. Prends soin de lui », ai-je ajouté. « Et de Louise. Elle a l'air d'être une gentille fille. » « Je le ferai », a-t-elle promis. Et elle l'est, oui, une fille formidable. Je suis sorti de l'hôpital ce jour-là avec un étrange sentiment de clôture. Pas de pardon, pas exactement. Certaines choses sont trop difficiles à pardonner complètement, mais d'acceptation.
Le passé était le passé. Il ne pouvait être changé, seulement accepté et finalement laissé derrière. En rentrant chez moi, j'ai appelé Robert et lui ai parlé de la crise cardiaque de Georges. Il a voulu venir immédiatement, mais j'ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps seul. Je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, observant le ciel nocturne. J'ai pensé à tous les tournants que la vie prend, au chemin inattendu que nous sommes forcés d'emprunter. Qui aurait pu imaginer que la découverte la plus douloureuse de ma vie, la trahison de mon mari pendant des décennies, finirait par me conduire à une version plus authentique et plus heureuse de moi-même. Je n'étais pas reconnaissante pour la douleur, mais j'étais reconnaissante pour la croissance qui en a découlé, pour la force que j'ai découverte en moi, pour les nouvelles possibilités qui se sont ouvertes lorsque j'ai été forcé de reconstruire ma vie à partir de zéro. 2 mois après l'alerte de Georges, j'ai organisé un déjeuner dans mon appartement. J'ai invité Anne et sa famille, Lucas et la sienne, et à la surprise de tous, j'ai aussi invité Louise. Pas Claudia, il y avait des limites à mon évolution. Mais la jeune fille, cette jeune innocente qui partageait le sang de mes enfants, méritait une chance de connaître ses demi-frères et sœurs dans un cadre plus détendu. Ce fut un après-midi étonnamment agréable. Louise était timide au début, mais elle s'est ensuite détendue en découvrant qu'elle partageait l'amour de la musique avec Anne et des jeux vidéo avec le fils aîné de Lucas. « Elle est cool », a commenté mon petit-fils Pierre après. « Je peux l'appeler Tata même si elle est plus jeune que moi ?»« Tu peux l'appeler comme tu veux », ai-je répondu en souriant. Les familles se présentent sous toutes les formes et tailles. Et la nôtre, j'ai réalisé, avait trouvé un moyen de s'étendre au lieu de se briser complètement. La semaine suivante, Robert m'a surprise avec une proposition, un voyage de 3 mois à travers l'Europe. « J'ai toujours voulu faire le tour des musées et des sites historiques », a-t-il expliqué. « Et je ne peux penser à une meilleure compagnie que la tienne. 3 mois, c'est long, ai-je hésité. Et les enfants, les petits-enfants, ils ont leur propre vie, a-t-il argumenté gentiment. Et il y a les appels vidéo. De plus, tu as passé des décennies à t'occuper de tout le monde. Il est être temps de vivre un peu pour toi. À ma propre surprise, j'ai accepté. Nous avons réservé des billets, planifié des itinéraires, fait des listes de lieux incontournables. Moi, qui n'avais jamais voyagé hors du pays, j'étais sur le point de me lancer dans une aventure à travers l'Europe à 61 ans. La veille du voyage, Anne et Lucas ont organisé un dîner d'adieu. Robert, bien sûr, était là, ainsi que les petits-enfants et quelques amis proches que je m'étais fait ces derniers mois. Un toast, a proposé Anne en levant son verre. À ma mère, la femme la plus forte et la plus courageuse que je connaisse. À Hélène, ont répété tous les autres. En regardant autour de la table les visages que j'aimais, j'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Qui aurait cru qu'à 61 ans, après une vie entière construite autour d'un mariage qui s'est révélé être un mensonge, je serais ici, aimé, entouré de ma famille et de mes amis, sur le point de me lancer dans une aventure? Un toast, ai-je répondu en levant mon propre verre, aux secondes chances et à la découverte qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Guarded. Alors que tout le monde applaudissait et buvait, mon regard a croisé celui de Robert. Son sourire chaleureux me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Que ce nouveau voyage, cette nouvelle vie que j'avais trouvée dans les cendres de l'ancienne, n'était que le début. À l'aéroport le lendemain matin, j'ai serré mes enfants et mes petits-enfants dans mes bras, les larmes aux yeux. Je reviens bientôt, ai-je promis, et j'enverrai des milliers de photos. Et $2. Profite de chaque minute, maman, a dit Lucas. Tu le mérites. Main dans la main avec Robert, j'ai marché vers la porte d'embarquement, le cœur rempli d'attente. Ce n'était pas l'avenir que j'avais prévu, ce n'était pas la vie que j'avais imaginée pour moi quand j'avais dit « oui » à Georges plus de 40 ans auparavant. C'était mieux, plus vrai, plus à moi. Et alors que l'avion décollait, m'emmenant vers des terres inconnues et des aventures inimaginables, j'ai réalisé que la plus grande découverte de toutes avait été la plus simple, que je me suffisais à moi-même, que mon identité ne dépendait pas d'être l'épouse de quelqu'un ou la mère de quelqu'un. J'étais juste Hélène, et enfin, après 61 ans, je commençais vraiment à la connaître. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur « S'abonner » et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a laissé bouche bée. Ah, et n'oubliez pas de devenir membre pour avoir accès à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.